Avril 1944. Avenue Foch, Paris, devant le siège de la Gestapo. Un Sturmbannführer SS descend les marches en marbre, sa mallette pleine de listes de résistants à arrêter. Il n'entend jamais le coup. Un instant, il vérifie sa montre. L'instant suivant, il s'effondre sur le trottoir parisien. Une balle de poing 32 ACP à la base du crâne. Et le résistant disparaît dans la foule avant que quiconque ne comprenne ce qui vient de se passer. L'arme ressemblait à un vieux tuyau de plomberie rouillé avec une poignée en bois. Pas de canon visible, pas de chargeur apparent, pas de lignes élégantes d'un pistolet militaire. C'était probablement l'arme la plus laide jamais conçue. C'était aussi l'arme d'assassinat la plus silencieuse et la plus redoutée de toute l'Europe occupée. Le Welrod n'était jamais destiné aux champs de bataille conventionnels. Il était conçu pour les ruelles sombres de Paris, les cafés de Lyon, les entrepôts de Marseille, pour tuer en silence des nazis et des collaborateurs qui croyaient que leurs uniformes les protégeaient. Et il l'a fait avec un bruit à peine plus fort qu'un claquement de doigts. Les ingénieurs britanniques de la station 9 l'appelaient le Welrod Mark I. La section F du SOE en France le nommait simplement le silencieux. Mais les résistants français qui l'ont utilisé lui ont donné un surnom plus poétique, le tuyau de la mort, un nom qui capturait à la fois son apparence ridicule et son efficacité mortelle. Les officiers de la Gestapo qui en ont fait l'expérience, ceux qui ont survécu assez longtemps pour le rapporter, ne l'ont jamais oublié. Certains ont refusé de sortir seuls après la tombée de la nuit. Bien que conçu par les Britanniques, c'est la résistance française qui l'a utilisé avec le plus de génie tactique, transformant cette arme étrange en symbole de terreur pour l'occupant nazi. Pour comprendre pourquoi la résistance française avait besoin du Welrod, il faut comprendre à quel point les nazis dépendaient de leur appareil de terreur en France. La France occupée était le carrefour de l'Empire nazi. Les voies ferrées françaises transportaient les ressources pillées vers l'Allemagne. Les ports français, Brest, Saint-Nazaire, Marseille, abritaient les sous-marins qui attaquaient les convois alliés. Les usines françaises produisaient pour la machine de guerre allemande. Mais surtout, les nazis dépendaient d'un réseau sophistiqué de terreur pour maintenir le contrôle. La Gestapo, avec son quartier général parisien, avenue Foch, le SD, ou Sicherheitsdienst, la milice française, 30 000 collaborateurs français qui traquaient leurs propres compatriotes. Ce système de terreur reposait sur une illusion, que les officiers SS, les agents de la Gestapo, et les miliciens étaient intouchables. Leurs uniformes, leurs insignes, leurs sièges fortifiés, tout cela créait une aura d'invincibilité. Le Welrod allait détruire cette illusion, en pleine rue, en plein jour, sans un bruit. En 1942, la résistance française et les agents de la section F du SOE en France avaient un besoin opérationnel critique. Éliminer des cibles spécifiques sans déclencher de représailles massives contre les civils. Pas de sabotage industriel, cela provoquait des exécutions d'otages. Pas d'embuscade de convois, les nazis brûlaient des villages entiers en représailles, comme à Oradour-sur-Glane. La résistance avait besoin d'assassinats ciblés, un agent de la Gestapo qui connaissait trop de noms, un milicien qui infiltrait les réseaux, un officier SS qui organisait les déportations. Des hommes dont la mort affaiblirait l'occupation sans provoquer de massacre de civils innocents. Les armes existantes étaient toutes inadaptées à la réalité de l'occupation française. Les pistolets militaires standards, Colt 1911, Walther P38, produisaient une détonation de 160 décibels, audible à 300 mètres. Dans les rues étroites de Lyon ou les boulevards parisiens, cela signifiait des patrouilles SS alertées en quelques secondes. Les couteaux, comme le célèbre poignard Fairbairn Sykes, nécessitaient une approche à bout touchant et laissaient du sang partout, rendant la fuite impossible dans les cafés bondés ou les bureaux de la préfecture. Les explosifs, grenades Mills, plastiques, créaient le chaos mais tuaient des témoins innocents et transformaient chaque opération en incident majeur nécessitant des enquêtes Gestapo intensives. Les fusils, même avec suppresseurs improvisés, restaient trop longs pour être dissimulés sous un manteau dans les contrôles de rue constants qu'imposaient les nazis à Paris, Lyon, Marseille. La résistance française avait besoin de quelque chose qui n'avait jamais existé. Une arme si silencieuse qu'elle pouvait tuer un agent Gestapo dans un café bondé de Montparnasse sans que les clients à la table voisine ne se retournent.
Une arme si compacte qu'elle pouvait être dissimulée sous un manteau lors des contrôles SS place de la Concorde, puis utilisée 30 secondes plus tard. Une arme si fiable qu'un résistant pouvait s'approcher à 5 mètres d'un milicien place Bellecour à Lyon, tirer une seule balle à la base du crâne et disparaître avant que quiconque ne comprenne qu'un meurtre venait d'avoir lieu. La spécification semblait impossible. Les spécifications que les ingénieurs de la Station 9 ont reçues en 1942 ressemblaient à de la science-fiction. Silence absolu. Réduction du bruit de 160 décibels, détonation normale, à moins de 130 décibels. Le niveau d'une conversation normale. Pour permettre des tirs dans des espaces publics sans alerte immédiate. Compacité totale. Longueur maximale de 31 cm pour être dissimulable sous un manteau parisien standard lors des contrôles de rue nazis. Létalité garantie. Précision suffisante à 15 à 20 mètres pour garantir une neutralisation instantanée avec un seul tir à la tête. Pas de second tir possible qui révélerait la position. Fiabilité absolue. Fonctionnement garanti après parachutage depuis 300 mètres d'altitude dans les champs du Limousin, puis stockage dans des planques humides pendant des semaines. Discrétion parfaite. Apparence si banale qu'un Welrod découvert lors d'une fouille Gestapo ne serait pas immédiatement identifié comme une arme. Le Welrod est né en 1942 dans les ateliers secrets de la Station 9 à Welwyn Garden City, en Angleterre, un site ultra secret du SOE dirigé par le major Hugh Reeves. Reeves et son équipe n'étaient pas des armuriers conventionnels, mais des ingénieurs acoustiques et mécaniques qui abordaient le problème du silence comme un défi d'ingénierie pure. Mais le génie du Welrod s'est pleinement révélé lors de son adaptation au contexte français. Les artificiers de la Résistance, anciens horlogers de Besançon, mécaniciens de précision de la région lyonnaise, artisans parisiens, ont rapidement compris que le Welrod n'était pas simplement une arme, mais un système complet qui devait s'intégrer dans la vie quotidienne de la France occupée. Ils ont développé des techniques de dissimulation spécifiques. Fausses cannes, tuyaux de plomberie apparents, tubes de plan d'architecte. Ils ont créé des méthodes de maintenance avec des matériaux disponibles localement. Ils ont transformé une arme britannique en outil de libération française. Le défi fondamental du Welrod était triple. Réduire le bruit sans sacrifier la létalité, maintenir la compacité sans compromettre la précision, et garantir la fiabilité sans mécanismes complexes susceptibles de se gripper. Chaque solution violait les conventions de l'armurerie traditionnelle, mais ensemble, elles ont créé quelque chose d'entièrement nouveau. Un pistolet standard produit 160 décibels de bruit, le niveau d'une tondeuse à gazon à 1 mètre. Ce bruit provient de 2 sources, les gaz brûlants qui s'échappent du canon à 1200 degrés Celsius et l'onde de choc supersonique de la balle. Réduire ce bruit de 32 décibels, le niveau nécessaire pour une opération dans un café parisien, exigeait de ralentir et refroidir ces gaz avant qu'ils n'atteignent l'air libre. Les ingénieurs de la Station 9 ont conçu un suppresseur qui représentait 85% de la longueur totale de l'arme, 26,5 cm sur 31 cm totaux. À l'intérieur, une série de chicanes métalliques créant un labyrinthe pour les gaz brûlants. Chaque chicane forçait les gaz à changer de direction, dissipant leur énergie cinétique en chaleur absorbée par les parois en acier. Les gaz traversaient ce labyrinthe en 3 millièmes de seconde, perdant 300 degrés de température et 60% de leur vélocité. Le résultat, les gaz sortaient du suppresseur à 400 degrés Celsius et 400 mètres par seconde au lieu de 1200 degrés et 1000 mètres par seconde. Le bruit, 128 décibels, comparable au bruit d'une portière de Citroën traction avant qui se ferme énergiquement. Dans un café bruyant de Saint-Germain-des-Prés ou une gare bondée de Lyon-Perrache, totalement indétectable. Même avec un suppresseur parfait, une balle supersonique crée un crack distinctif, l'onde de choc sonique de l'objet dépassant 343 mètres par seconde. Ce bruit, impossible à supprimer, révèle instantanément la direction du tir. Pour les opérations de la résistance où la fuite immédiate était essentielle, ce crack directionnel était inacceptable. Le Welrod utilisait une cartouche .32 ACP, 7,65 x 17 mm, spécialement chargée avec une poudre à combustion lente, produisant seulement 325 mètres par seconde, en dessous de la vitesse du son. Aucune onde de choc, aucun crack, juste le pfff étouffé des gaz ralentis par le suppresseur.
Le compromis? La balle perdait 40% de son énergie par rapport à une munition standard. Mais les ingénieurs ont compensé avec une balle en plomb pur qui se déformait massivement à l'impact, créant une cavité temporaire dévastatrice dans les tissus cérébraux. À 15 mètres, la distance typique d'une opération dans les rues étroites du Marais parisien ou du Vieux-Lyon, un tir à la base du crâne garantissait une mort instantanée et silencieuse. Les résistants français appelaient cette munition la balle fantôme. Elle tuait sans laisser de traces sonores de son passage. Les pistolets semi-automatiques, Luger, Colt 1911, Walther P38, produisent un bruit métallique distinctif lors du cycle de la culasse. Clac, clac. Dans un environnement silencieux après un tir supprimé, ce bruit mécanique trahit immédiatement la position du tireur. De plus, les mécanismes à recul automatique sont complexes, sensibles aux saletés et peu fiables après des mois dans des planques humides de la résistance. Le Welrod a abandonné toute prétention à la cadence de tir rapide. Au lieu d'un mécanisme semi-automatique, les concepteurs ont adopté un système bolt action, comme un fusil de chasse, où le tireur doit manuellement actionner une poignée rotative pour éjecter la douille vide et chambrer une nouvelle cartouche. Zéro bruit mécanique automatique. Zéro pièce mobile complexe. Fiabilité absolue même après parachutage brutal dans les champs du Vercors et stockage sous un plancher humide pendant des semaines. Le compromis tactique? 6 coups, rechargement manuel entre chaque tir. Mais pour les opérations de la résistance française, c'était parfait. Un résistant n'avait besoin que d'un seul coup, dans le café, dans le bureau de la préfecture, sur le quai de métro Châtelet. Tirer, reculer dans la foule, disparaître. Le rechargement était pour la prochaine mission. Ce qui comptait, c'était le silence absolu et la fiabilité totale, et en cela, le Welrod a dépassé toutes les attentes. Le Welrod était fabriqué dans les ateliers secrets de la station 9 et de Birmingham Small Arms, en Angleterre. Entre 1943 et 1945, environ 2800 exemplaires ont été produits, un nombre délibérément limité reflétant leur rôle ultra-secret. Pour la résistance française, la distribution s'effectuait via les opérations de parachutage de la RAF, escadrons 138 et 161 basés à Thamesford. Les Welrod arrivaient dans des containers métalliques type C, largués la nuit au-dessus des zones de réception dans le Limousin, le Vercors, la Bretagne. Les comités de réception de la résistance, souvent guidés par les agents de la section F du SOE, récupéraient les containers, dissimulaient les armes dans des planques, puis les distribuaient aux réseaux urbains. Les archives françaises de la résistance suggèrent qu'au moins 2000 Welrod ont été distribués au réseau français, le plus grand destinataire de cette arme en Europe occupée. Mais les chiffres exacts demeurent incertains. De nombreux dossiers ont été détruits par les nazis pendant la retraite de 1944. Mais les chiffres de production britannique ne racontent qu'une partie de l'histoire. C'est la résistance française qui a transformé ces 2000 tuyaux laids en une légende de terreur pour l'occupant. À Paris, le Welrod est devenu l'arme signature de plusieurs réseaux de résistance urbaine, en particulier le réseau Défense de la France et les francs-tireurs et partisans. L'avenue Foch, large boulevard bourgeois devenu le siège de la Gestapo en France, était paradoxalement l'une des zones les plus actives pour les opérations Welrod. Les agents de la résistance ciblaient les officiers SS qui entraient et sortaient du bâtiment fortifié au numéro 84. Un résistant, souvent une femme, moins suspecte aux patrouilles, attendait dans un café en face, le Welrod dissimulé dans un faux tube de plan d'architecte. Lorsque la cible descendait les marches, elle sortait, s'approchait à 10 à 15 mètres, tirait une seule balle à la base du crâne, puis disparaissait dans le métro Porte-Dauphine à 200 mètres. Les rapports SS déclassifiés mentionnent une série d'assassinats inexpliqués d'officiers de sécurité entre janvier et juin 1944, caractérisés par l'absence totale de témoins ayant entendu des coups de feu. Un rapport de mars 1944 note « Les terroristes possèdent une arme silencieuse d'origine inconnue. Les mesures de sécurité standards sont inefficaces. Heinrich Himmler a personnellement ordonné une enquête sur das Geistergewehr, l'arme fantôme. » À Lyon, le Welrod a joué un rôle crucial dans la guerre clandestine contre la milice française,
les collaborateurs qui traquaient les résistants pour le compte des nazis. Le réseau Combat, dirigé par Henri Freinet et Libération Sud, concentrait leurs opérations Welrod sur les miliciens qui infiltraient les réseaux. Ces collaborateurs, français trahissant des Français, étaient jugés par des tribunaux clandestins de la résistance, puis condamnés à mort. Les exécutions avaient souvent lieu dans les traboules, les passages couverts typiques de Lyon. Un milicien était suivi depuis le siège de la milice rue de l'Annonciation, attiré dans une traboule du quartier de la Croix-Rousse et abattu d'une balle Welrod. Le bruit étouffé résonnait à peine dans le passage en pierre. Le corps n'était découvert que des heures plus tard. Les archives du SD de Lyon notent qu'après juin 1943, le recrutement pour la milice est devenu extrêmement difficile. Les candidats potentiels expriment une peur des représailles silencieuses. Des miliciens ont demandé des transferts hors de Lyon. Certains ont déserté, préférant le risque d'être abattus par les Allemands plutôt que de continuer à vivre dans la terreur du tuyau fantôme. À Marseille, le Welrod servait une fonction différente. L'élimination silencieuse de collaborateurs dans le port, douaniers corrompus, indicateurs, agents du SD infiltrés parmi les dockers. Le réseau Libération Sud utilisait le Welrod dans les entrepôts du Vieux-Port et du quartier populaire du Panier. L'arme était idéale pour les environnements industriels bruyants. Le bruit des grues, des camions, des bateaux couvrait même les 128 décibels du tir. Un rapport de la résistance marseillaise mentionne « Entre octobre 1943 et août 1944, 23 collaborateurs ont été neutralisés dans le secteur portuaire. Aucune alerte n'a jamais été déclenchée pendant les opérations. Les corps étaient souvent découverts des heures après par des collègues qui croyaient à des accidents cardiaques. L'impact psychologique du Welrod sur les forces d'occupation nazies et leurs collaborateurs français était considérable et documenté dans leurs propres archives. Les officiers SS ont commencé à se déplacer en groupe de 3 minimum, jamais seuls. Les agents de la Gestapo ont exigé des escortes armées, même pour aller déjeuner. Le SD a installé des miroirs au coin de rue pour détecter les suiveurs. Les miliciens ont refusé les patrouilles nocturnes ou les missions isolées. Un rapport du SD de juillet 1944 note « La menace terroriste a évolué. Les terroristes ne cherchent plus à infliger des pertes massives, mais à créer une peur individuelle paralysante. Nos officiers ne se sentent plus en sécurité, même dans les zones fortement patrouillées. Les nazis avaient construit leur contrôle de la France sur la terreur, déportation, exécution publique, torture. Le Welrod a inversé cette terreur. Soudain, ce n'étaient plus les résistants qui vivaient dans la peur constante, mais les occupants eux-mêmes. Après le Welrod, être un officier SS à Paris ou un milicien à Lyon n'offrait plus aucune protection. Le silence n'était plus synonyme de sécurité, il était devenu synonyme de mort imminente. Si cette exploration de l'ingéniosité clandestine française vous intéresse, un abonnement aide à produire ces documentaires historiques détaillés. Examinons maintenant comment le Welrod se comparait à ce que les Allemands et les Américains développaient pour des missions similaires. Ces comparaisons révèlent des philosophies militaires fondamentalement différentes, et pourquoi le Welrod est devenu l'arme préférée des réseaux français. Les Allemands, malgré leur réputation d'ingénierie militaire, n'ont jamais développé d'équivalent fonctionnel au Welrod. Les services de renseignement nazis ont essayé de créer des armes silencieuses, notamment le MP40 modifié avec un suppresseur expérimental. Résultat, 145 décibels, réduction de seulement 15 décibels, encombrement de 65 cm et fiabilité catastrophique. L'arme se grippait après 20 à 30 coups. La doctrine militaire allemande privilégiait la puissance de feu et la production de masse. La Wehrmacht n'avait aucune culture d'opérations clandestines urbaines sophistiquées. Leur méthode de contrôle reposait sur la terreur ouverte, pas l'assassinat discret. Ironie historique, la Gestapo et le SD ont désespérément tenté de capturer un Welrod intact. Ils ont offert des récompenses allant jusqu'à 100 000 francs, une fortune, pour un exemplaire. Ils n'en ont jamais obtenu un seul en état de fonctionnement. Les résistants français capturés préféraient détruire l'arme plutôt que de la laisser tomber entre les mains nazies. Les nazis qui dépendaient de la terreur pour contrôler la France n'ont jamais compris que le silence pouvait être plus terrorisant que le bruit. La résistance française, elle, l'a parfaitement compris. Les Américains,
via l'Office of Strategic Services, ont développé leur propre pistolet silencieux, le High Standard HDM.22LR. Calibre .22 LR, 5,6 mm, balle beaucoup plus petite que le .32 ACP du Welrod. Mécanisme semi-automatique permettant une cadence de tir rapide. Suppresseur intégré, réduction à 125 décibels, légèrement meilleur que le Welrod. 13 coups dans le chargeur contre 6 pour le Welrod. Cadence de tir supérieure, plus de munitions, rechargement plus rapide. Sur papier, supérieur. Le .22 LR manquait de puissance d'arrêt fiable. À 15 mètres, un tir au corps pouvait ne pas neutraliser immédiatement. Inacceptable pour des opérations où le résistant n'avait qu'une chance. Le mécanisme semi-automatique était plus complexe, moins fiable après parachutage brutal et stockage dans des planques humides. L'OSS High Standard était excellent pour les opérations en Asie et en Allemagne occupée post-1945. Mais la section F du SOE et la résistance française ont continué à préférer le Welrod pour les opérations en France. Sa fiabilité absolue et sa létalité garantie compensaient largement sa cadence de tir lente. Dans l'arithmétique sinistre de l'assassinat clandestin, le Welrod britannique utilisé par la résistance française était dans une catégorie à part. Ce qui distinguait l'approche du Welrod n'était pas la puissance de feu brute, mais la philosophie tactique. Un seul coup, un silence absolu, une fiabilité totale. Les nazis pouvaient industrialiser la terreur. Les Américains pouvaient produire en masse. Mais la résistance française, avec ses 2000 Welrod, a transformé l'assassinat ciblé en art. Un art qui a progressivement démantelé l'appareil de terreur nazi en France, un officier SS à la fois, un milicien à la fois, dans le silence le plus complet. Les ingénieurs britanniques ont créé l'arme, mais c'est la résistance française qui a écrit sa légende. C'est ici que l'histoire devient frustrante dans sa fragmentation et où l'intégrité historique exige de la prudence. Malgré des recherches approfondies dans les archives nationales de France, le service historique de la défense à Vincennes, les dossiers déclassifiés de la section F du SOE au National Archive de Kew, le musée de l'Ordre de la Libération à Paris, les témoignages d'anciens résistants collectés par la Fondation de la Résistance et les rapports du SD et de la Gestapo capturés en 1944 à 1945, la documentation reste fragmentaire. Le Welrod existait et était produit en nombre significatif, 2800 unités minimum. Environ 2000 ont été distribués au réseau français via parachutage SOE. Des résistants français ont été formés à son utilisation. Des manuels de formation SOE en français ont été retrouvés. Des rapports nazis mentionnent armes silencieuses inconnues et assassinats inexpliqués d'officiers. Des exemplaires Welrod avec marquage SOE sont conservés dans des musées français. Ce qui reste incertain, nombre exact d'opérations Welrod en France. Aucun réseau n'a tenu de registre détaillé par armes spécifiques. Identité précise des cibles éliminées. Beaucoup de dossiers détruits. Taux de succès opérationnel exact. Les échecs n'étaient pas toujours documentés. La résistance française opérait sous la loi du cloisonnement absolu. Un résistant capturé ne pouvait trahir que ce qu'il savait. Résultat, très peu de documentation écrite. Les opérations Welrod, les plus sensibles, étaient rarement enregistrées sur papier. Un agent pouvait recevoir l'arme, l'utiliser, la retourner, sans qu'aucun dossier ne mentionne son nom ou sa cible. En août 1944, pendant la libération de Paris et de Lyon, les nazis ont systématiquement détruit leurs dossiers. Les bâtiments de la Gestapo avenue Foch et du SD à Lyon ont brûlé pendant des jours. Les archives qui auraient pu confirmer les opérations Welrod, interrogatoires, rapports d'enquête, listes de victimes, sont partis en fumée. Après la libération, de nombreux résistants n'ont jamais parlé de leurs actions. Certains par trauma, d'autres par discrétion, d'autres encore parce que les assassinats, même de nazis et de collaborateurs, restaient moralement complexes. Les témoignages juraux collectés dans les années 1970 à 1990 mentionnent nos Welrod, mais rarement avec des détails opérationnels précis.
Ce que nous pouvons affirmer avec certitude documentaire, c'est que le Welrod existait, était distribué massivement à la résistance française et donnait aux combattants de l'ombre quelque chose qu'aucune autre arme ne fournissait: la capacité d'éliminer l'ennemi en plein jour, en pleine ville, en silence absolu. Les nazis le craignaient assez pour offrir des fortunes pour en capturer un. Cela seul témoigne de son efficacité. Aujourd'hui, des exemplaires originaux de Welrod sont conservés dans plusieurs institutions françaises. Le musée de l'Ordre de la Libération à Paris, Hôtel des Invalides, 2 Welrod avec marquage SOE, accompagnés de manuels d'utilisation en français. Le musée de la Résistance et de la Déportation à Lyon, un Welrod Mark I avec sa mallette de transport, don d'un ancien résistant du réseau Combat. Le mémorial de Caen en Normandie, un exemplaire dans la section Armes clandestines. Le musée de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel, un Welrod récupéré lors d'un parachutage en 1944. Des exemplaires sont également visibles à l'Imperial War Museum de Londres, au Musée international de l'espionnage à Washington et dans les archives du Special Forces Museum au Royaume-Uni. Les services spéciaux français ont utilisé des Welrod contre des cadres du Viet Minh dans les zones urbaines de Hanoï et Saïgon durant la guerre d'Indochine de 1946 à 1954. La doctrine développée par la résistance, assassinat ciblé silencieux plutôt qu'engagement ouvert, est devenue une tactique standard. Le 11e choc, unité de forces spéciales française, a employé des Welrod dans des opérations clandestines à Alger durant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Les méthodes étaient directement héritées de l'expérience de la résistance. Le premier RPIMA, Régiment de parachutistes d'infanterie de marine, et le COS, Commandement des opérations spéciales, français, ont étudié le Welrod comme exemple d'adaptation tactique avec ressources limitées. Bien que remplacé par des armes modernes, pistolets supprimés Glock, HKMK-23, le concept de silence absolu pour élimination ciblée reste central dans la doctrine française. L'historien militaire français Olivier Vieviorka note dans Histoire de la résistance: le Welrod représentait plus qu'une arme. Il symbolisait une philosophie opérationnelle qui distinguait la résistance française. L'intelligence sur la force, la précision sur la masse, le silence sur le bruit. Durant la guerre froide, la SDECE, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, prédécesseur de la DGSE, s'est inspirée des techniques Welrod pour des opérations clandestines. Des pistolets silencieux développés dans les années 1960 à 70 portaient l'héritage conceptuel du tuyau de la mort. Le Welrod occupe une place unique dans la mémoire française de la résistance. Contrairement aux mitraillettes Sten ou aux explosifs plastiques, armes de sabotage spectaculaires, le Welrod représente l'aspect le plus sombre et le plus intime de la lutte clandestine: l'exécution silencieuse. Dans les films français sur la résistance, L'Armée des Ombres de Melville en 1969, Lucie Aubrac en 1997, les armes silencieuses apparaissent comme symbole de la guerre morale que menaient les résistants. Tuer discrètement, sans gloire, par nécessité. Pour les Français d'aujourd'hui, le Welrod évoque une époque où leurs grands-parents combattaient un ennemi écrasant avec des ressources dérisoires et gagnaient par l'ingéniosité. Ce n'était pas la puissance industrielle américaine, ni la ténacité soviétique. C'était l'intelligence française face à l'occupation nazie. Le Welrod incarnait la philosophie qui animait la résistance française. Face à un ennemi supérieur en nombre et en ressources, l'intelligence, le courage et l'ingéniosité l'emportent toujours. Dans les ateliers secrets de la station 9 en Angleterre, des ingénieurs britanniques ont créé un tuyau laid de 31 cm avec un suppresseur géant et un mécanisme bolt-action primitif. 2000 exemplaires ont été parachutés dans les champs de France occupée. Distribués au réseau Combat, Libération Sud, FTP, Défense de la France, des dizaines d'officiers SS éliminés sur l'avenue Foch, des centaines de miliciens abattus dans les rues de Lyon. Un nombre inconnu de collaborateurs neutralisés dans le silence. Et une terreur psychologique qui a paralysé l'appareil de répression nazi dans les dernières années de l'occupation. Le Welrod représente la guerre clandestine française à son plus haut niveau d'ingéniosité.
Une arme mesurée non pas en victime confirmée dans des archives incomplètes, mais en l'officier SS qui refusait de sortir seul, le milicien qui désertait plutôt que de continuer, la Gestapo qui n'a jamais compris d'où venait la mort, le silence qui est devenu plus terrifiant que le bruit des bottes nazies. Les ingénieurs britanniques ont résolu un problème technique que d'autres n'avaient même pas identifié. Comment créer le silence absolu dans une arme de poing? Mais c'est la résistance française qui a transformé cette innovation en arme psychologique dévastatrice. Ils ont pris un tuyau laid et l'ont transformé en symbole de terreur pour l'occupant. Et ils l'ont fait avec une balle subsonie de .32 ACP tirée à 15 mètres dans un café parisien bondé sans que personne ne se retourne. C'était l'ingéniosité britannique adaptée par le génie français. C'était la résistance combattant dans l'ombre avec l'arme la plus silencieuse jamais créée. Et c'est ainsi qu'un simple tuyau de plomberie a aidé à libérer la France, un nazi à la fois, dans un silence absolu.